Le Japon utilise un, voire même plusieurs cheat codes qui vont faire que même après être parti du pays, tu vas avoir envie d'y retourner instantanément. Alors certes, la culture, la diversité des lieux à voir et la nourriture jouent un rôle. Mais il y a autre chose. Quelque chose que vous ressentez sans même vous en rendre compte. Quelque chose qui rend la vie au Japon étrangement plus simple, plus fluide, plus agréable. Et si vous avez bien regardé l'extrait précédent, j'y ai glissé pas mal d'indices. Vous l'avez ? Dans le métro, dans les magasins, dans la rue, même quand vous retirez de l'argent ou vous traversez un passage piéton. Une fois que vous l'aurez remarqué, vous pourrez plus l'ignorer. Alors aujourd'hui, on va voir comment le Japon transforme le quotidien en une expérience mémorable. En novembre, je suis partie un mois au Japon et j'ai été impressionnée dès les premières minutes post-atterrissage de à quel point tout semble avoir été imaginé pour faciliter la vie de tout le monde. En tout cas, c'est la sensation que j'en ai eue. Tout semble fait pour rendre les expériences fluides, agréables, intuitives et efficaces. Bref, je pense que plutôt que de parler, la manière la plus simple, c'est de vous montrer. Le métro. C'est généralement un endroit dont on n'est pas tous très fans. Un endroit où on est obligé de passer pour se rendre d'un point A à un point B, en tout cas lorsqu'on est à Tokyo. Un endroit où énormément d'autres personnes transitent, où on se sent serré, où il fait chaud et où toutes les odeurs ne sont pas forcément celles qui sont les plus agréables. Et c'est surtout un endroit où on ne se sent pas forcément en sécurité, où il faut marcher vite, de manière sûre et assurée pour éviter de rentrer dans les différentes personnes ou de perturber la circulation. Bref, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est un endroit pas hyper agréable. Et pourtant, au Japon, et à Tokyo plus exactement, qui est quand même la plus grande ville du monde, je n'ai pas du tout ressenti ça. Déjà, la première chose à faire pour rentrer dans une station de métro à Tokyo, c'est de passer les petits portillons et de biper sa carte sur les bornes. Ça va permettre aux bornes de savoir exactement où vous commencez à prendre le métro et une fois que vous sortirez, de savoir exactement où vous êtes sorti et d'ajuster le tarif que vous devez. Et une fois rentré dans le métro, dans la grande majorité des cas, il y a des guidages au sol pour vous dire de quel côté marcher. Et éviter de vous rentrer dedans. Ça paraît hyper anodin et pourtant ça évite les croisements, ça évite que les gens se rentrent dedans, les ralentissements ou même des bouchons humains. Malgré le fait qu'il y ait de la foule, je crois que j'ai pas vu un seul japonais se bousculer. Et le guidage au sol, il s'arrête pas uniquement au sens de la marche, parce que chaque ligne de métro va avoir une couleur spécifique. Ce qui fait que ça va être hyper simple de se repérer dans l'environnement. Et une fois arrivé au niveau des quais, il y a encore tout un tas d'indications pour rendre cette phase transitoire la plus fluide possible. On va nous indiquer notamment les zones vers lesquelles ne pas rester pour ne pas gêner les personnes qui sortent du métro, et mon cerveau qui aime la rigueur et la logique a béni les Japonais, je vous jure, à ce moment-là. Et surtout, c'est respecté au Japon. Parce qu'en France, ce concept, il est pas du tout respecté. Et au-delà du fait de nous indiquer où ne pas rester pour ne pas gêner, on nous dit aussi exactement où se placer dans la queue. Tu rentres dans l'ordre par lequel tu es arrivé. Si tu es le premier dans la queue, tu seras le premier dans le métro. Les gens ne se poussent pas et les gens ne s'amassent pas parce qu'ils sont rassurés. Et une autre chose qui est hyper intéressante aussi, c'est qu'il y a des marquages au sol qui vont t'indiquer où sont les wagons spéciaux pour femmes lors des heures de pointe. Dans certains métros, les femmes ont leur propre wagon aux heures de pointe pour éviter les risques de harcèlement et d'agression sexuelle. Ok, on a fait une bonne liste de guidage là. Et bah c'est pas tout. Une fois dans le métro, il y a des écrans qui indiquent exactement dans quel wagon vous êtes et où ce wagon se situe des différents éléments de la prochaine sortie. Si vous voulez savoir si vous devez sortir à droite ou à gauche pour rejoindre les escaliers ou l'ascenseur, c'est hyper simple et ça évite de nouveau que les gens hésitent en sortant. Aillent à droite puis à gauche et au final se rendent dedans. Une fois arrivé vers la sortie, on n'a plus qu'à biper notre carte Suica, sachant que les portes de sortie sont toujours ouvertes pour faciliter la fluidité et éviter les bouchons humains. Encore une fois, elle ne se ferme que si, en bipant la carte, le décompte est insuffisant, et je suppose qu'elle se ferme si tu bipes pas tout court. J'avoue ne pas avoir osé tester. La carte Suica. Il faut que je vous en parle. Parce que oui, jusque-là, je vous ai parlé de toute l'expérience du métro, mais avant de pouvoir le prendre, il faut se procurer une carte Suica. Et pour ça, il faut aller retirer du liquide. Parce que ouais, quand on dit que le Japon, c'est un pays où on paie encore pas mal en cash, en fait, c'est vraiment pas une blague. Du coup, la première chose qu'on a dû faire quand on est arrivé au Japon, c'est retirer de l'argent. Une expérience pas souvent hyper satisfaisante, qui fait mal au compte bancaire. Mais au final, retirer de l'argent au Japon, c'est plutôt cool.
Il y a de la mélodie, on est hyper guidé, tout bip, avec des sons très satisfaisants pour te rappeler d'insérer ta carte, puis ton code, puis de bien récupérer ta carte. Et à la fin, t'as même le droit à une mélodie à la Zelda pour récupérer ton butin. Et tout ça, ça illustre de manière parfaite le fait que le Japon utilise des cheat codes. J'ai l'impression d'ouvrir un coffre dans Zelda. Et une fois les billets en poche, c'est direction borne spéciale pour récupérer cette petite carte passe-partout qui va permettre de se déplacer facilement dans tous les transports, mais aussi de payer dans différents magasins, dans les différents combini ou même dans les distributeurs. Mais aussi de payer les casiers ou poser ses valises à la gare. La praticité. Au-delà de tout ce que je vous ai expliqué juste avant, tout est fait pour être hyper pratique. Ok, les passages piétons par exemple. C'est chiant parfois de devoir aller sur le trottoir d'en face pour ensuite aller sur le trottoir à droite. Les Japonais, ils ont solutionné ça en se disant on va faire des passages piétons en diagonale. Et un autre exemple, et je pense que pour le coup ça arrivait à une énorme majorité d'entre nous, la majorité des hôtels aujourd'hui en France permettent de laisser les bagages chez eux. Mais le problème c'est que si vous allez à une toute autre destination, vous pouvez pas laisser vos bagages chez eux. Au Japon, ils ont solutionné ce problème en mettant des casiers en gare. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque gare, il va y avoir des zones dédiées avec ces fameux casiers qui vont permettre de ranger des valises de toute taille avec des tarifs différents en fonction de ces tailles. Le tarif est journalier, mais honnêtement plus qu'abordable. Et quand dans tous nos précédents voyages, on s'inquiétait constamment de où est-ce qu'on allait mettre nos valises, au Japon, on n'a jamais eu la problématique. Il suffisait d'arriver en gare, d'utiliser notre petite carte Suica, d'indiquer quel casier on voulait prendre, de ranger nos valises. Terminado! Et après, vous allez les récupérer quand vous en aviez envie. C'est simple et pourtant c'est du génie. Et au-delà du fait que c'est hyper pratique pour vous, c'est aussi hyper pratique pour les personnes qui vous entourent et qui n'auront pas à avoir affaire à vous et vos 50 bagages qui encombrent le métro. Et encore, je vous parle même pas de la manière dont on est guidé sur ces casiers. L'interface est hyper claire et il y a vraiment aucun stress. Et ce genre de guidage, on l'a absolument partout. C'est le cas aussi dans les toilettes. Il y a énormément d'options sur leur WC et beaucoup de boutons non traduits, mais pourtant ils ont pris le temps de mettre des affichettes de partout pour expliquer. Et au départ, je pensais que c'était juste dans les villes très touristiques, mais même les villes plus excentrées ont ça, littéralement de partout, dans toute situation. Genre je me retrouve avec ces toilettes publiques là. Regardez déjà la qualité du truc. Et en plus de ça, quand on y va, j'ai jamais vu des toilettes aussi qualitatives. Tout est expliqué, tout est hyper propre. Pitié, mais faites ça en France. Bon après, je sais pas combien ils payent leurs impôts ou quoi que ce soit, tu vois, mais très cool, très cool, très bonne expérience. Et si je peux glisser 2 autres recommandations, je me permettrais de citer ces 2 derniers exemples. Le fait, par exemple, que dans les lieux publics, il y ait des zones pour déposer son parapluie et le cadenasser. Comme ça, pas besoin de le rentrer et de tout tremper. Pas de panique si on l'a déposé dans un endroit accessible à tous. Il est bien cadenassé et bien rangé. Et pour finir, il y a beaucoup de lieux, comme des restaurants ou des magasins, qui proposent des batteries pour charger les téléphones. Un peu de partout. Hyper pratique. Au final, si tout est hyper pratique, c'est aussi et notamment parce qu'il y a une grosse part de gamification. Que ce soit les sons lors du retrait d'argent ou ceux lors d'une entrée dans un magasin ou encore même ceux en gare qui annoncent l'arrivée ou le départ d'un métro. Et même encore les passages piétons qui ne font pas le même bruit d'oiseaux en fonction de là où vous vous situez dans la ville, la gamification et les tutoriels sont partout. On a la constante impression d'avoir quelque chose de nouveau à apprendre, bien que ce ne soit pas notre pays ni notre langue natale. On se sent hyper rassuré et on n'a pas honte d'essayer. Parlons d'essayer, c'est d'ailleurs en magasin que j'ai vécu une expérience lunaire. On m'a donné un petit tissu au moment d'arriver dans les cabines et je comprenais pas spécialement ce pourquoi il fallait que j'utilise. Arrivé en cabine, je vois sur le mur qu'il y a un petit tutoriel qui m'explique comment utiliser ce tissu. Et ce tissu, en fait, c'était littéralement un tissu à enfiler sur sa tête au moment de l'essayage des vêtements pour éviter de les salir avec le maquillage. Tout est expliqué, tout est fait pour rassurer. Et d'ailleurs, là où ça va être le plus flagrant, c'est dans les magasins. Tous les objets sont exposés, mais pas dans les boîtes, exposés littéralement hors de leur boîte. Et c'est exactement pareil pour la nourriture. On voit tout. Histoire qu'on soit sûr de ce qu'on achète et qu'on ne soit pas déçu après l'achat. Même si toutes les indications sont écrites dans une langue que vous ne connaissez pas, vous êtes rassuré parce que vous voyez ce que vous achetez. Et une toute dernière expérience qui, je pense, plaira aux introvertis et qui a un côté très gamifié, c'est les restaurants sans serveur. Tu vas te placer, t'as une tablette, t'as des tapis roulants qui t'amènent la nourriture. Il suffit de dire sur la tablette ce que tu veux manger exactement et de valider. Elle t'envoie la nourriture et c'est ça. Juste qu'est-ce que tu dises, ok j'ai terminé et là je vais aller payer en caisse. Il y a des sons une fois que t'as validé, il y a des sons une fois que ton plat arrive, tout est hyper gamifié. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo.
Ce qui permet aussi à tout ça de fonctionner, c'est que le Japon, c'est une société hyper cadrée, qui suit les règles. Je pourrais malheureusement pas parler de toute l'histoire du Japon et sa politique pour expliquer toutes les raisons pour lesquelles on diffère autant, et c'est pas l'objectif de la vidéo, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont carrés et ils font pas de vagues. Il faut savoir aussi que le Japon met particulièrement en avant l'excellence de l'hospitalité, et ça a d'ailleurs un nom, omotenashi. En résumé, l'invité est élevé au rang d'invité d'honneur, et chaque geste est pensé pour créer un environnement accueillant et rassurant. Il va y avoir des lieux dédiés où on le ressent vraiment, comme dans les ryoken, qui sont des auberges traditionnelles japonaises, ou encore les cérémonies de thé, mais ça se retranscrit aussi dans la vie de tous les jours, avec des villes ultra propres, l'accueil dans les commerces par des révérences, et même dans les jardins où les jardiniers enlèvent la moindre petite feuille au sol pour sublimer le gazon. Et bien évidemment, les transports en commun sont ceux qui illustrent le mieux ce propos. Les transports sont ponctuels, silencieux, chauffés. Tout le monde se tient sur la gauche dans les escalators pour ne pas gêner ceux qui souhaitent monter plus vite à droite. Ou encore le chauffeur de bus qui salue chaque personne individuellement qui quitte son bus. Vous l'aurez compris, le cheat code du Japon, c'est de masteriser l'expérience utilisateur, en physique du moins. Et l'expérience utilisateur, on en a déjà énormément parlé sur la chaîne, aussi bien dans les interfaces des jeux vidéo, que les interfaces des consoles, des sites web, ou même les interfaces des applications. Bref, toutes ces petites choses qui vont rendre la navigation plus fluide, la compréhension des règles de manière rapide et simple, ou encore qui vont rendre l'exploration d'un jeu agréable. Mais l'expérience utilisateur ne concerne pas uniquement les interfaces, elle s'applique aussi au quotidien, dans les objets de tous les jours. Exactement comme on a pu le voir dans toute cette vidéo sur le Japon. Mais est-ce que tout ça, au final, c'est une réelle envie de rendre l'expérience utilisateur agréable ? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Après tout, au Japon, et particulièrement à Tokyo, ils sont nombreux. Est-ce que ce serait pas plutôt un besoin de valoriser l'efficacité, de pousser l'hospitalité à l'extrême et de gérer la densité urbaine en innovant pour éviter le chaos ? Et pour comprendre pourquoi eux fonctionnent de cette manière et nous non, il faut notamment remonter aux origines de nos civilisations. Bien plus loin, c'est-à-dire à l'époque de la Grèce antique. Alors je suis pas historienne et j'espère ne pas dire de bêtises dans ce que je vais raconter, mais bien que la Chine, à cette époque-là, ne représente pas le Japon et que la Grèce ne représente pas la France, ça permet de comprendre les origines de notre civilisation. Quand les Grecs étaient localisés dans les terres montagneuses et isolés les uns des autres, la seule chose qui comptait pour eux, c'était ce qu'il se passait chez eux. En gros résumé, c'était des chasseurs. Alors que l'environnement chinois à cette même époque était bien différent. Ils vivaient tous autour de Hwanghae et tout le monde reposait ses espoirs sur cette fameuse rivière jaune qui permettait de faire prospérer l'agriculture. La coordination et l'harmonie étaient donc la priorité. Et quand l'agriculture est arrivée en Grèce, la production de vin et d'olives est devenue un objectif. Transformer chaque tribu isolée en business. La compétition est devenue une norme. Je vous mets le lien de l'article que j'ai lu à ce sujet en description, mais si je vous explique tout ça, c'est notamment parce que du coup, les philosophes qu'ils avaient, comme Platon et Aristote en Grèce ou Confucius en Chine, ont basé toute leur manière de penser et de réfléchir sur ces organisations-là. Platon et Aristote pensaient chaque chose indépendamment l'une de l'autre. Par exemple, une maison, une personne. Alors que le philosophe asiatique Confucius a surtout dédié son travail à la relation entre les personnes, au système hiérarchique dont ils avaient besoin à cette époque pour maintenir une balance de paix. Et ça, c'est notamment ce qu'on appelle une manière de penser holistique, c'est-à-dire de penser un tout. Mais si je vous raconte tout ça, c'est pour vous expliquer à quel point ils ont ce besoin justement d'être exhaustifs, de montrer un tout avant de pouvoir se lancer dans une action. Et que la pensée holistique et l'acceptation du risque, ce sont deux explications parmi une multitude de raisons pour lesquelles le Japon fonctionne de cette manière et pas forcément la France. Tout ça pour dire que depuis le début, je parle d'expérience utilisateur comme une évidence, mais la réalité, c'est que c'est bien plus complexe que ça, puisqu'il y a des dimensions telles que la culture qui vont entrer en compte. Et je trouvais ça hyper important de le rappeler dans cette fin de vidéo, plutôt que de simplement m'arrêter sur le fait que j'adore la manière dont le Japon fonctionne. Et encore, j'y suis allée en tant que touriste. Pour toutes les personnes qui sont déjà allées au Japon, ou qui sont nées au Japon, est-ce que vous avez ressenti tout ce que je vous expliquais là ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais pas vues et qui sont différentes par rapport à la France ? Est-ce que vous trouvez ça aussi positif que ce que j'ai trouvé ça positif ? Ou est-ce qu'il y a du négatif dont vous aimeriez faire part ? Dites-moi tout ça en commentaire. Vous savez comme d'habitude que je lis absolument tout et que je trouve ça fascinant. Donc ça reste constructif. De mon côté, je vous fais des bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo que j'ai déjà très hâte de faire.